Salut les smarts et salut les marks, et vous écoutez Catch Up, le seul podcast sur le cash qu'il vous faut, puisqu'on vous résume chaque semaine pour vous les choux, la WWE, et on les analyse. Aujourd'hui, je suis l'amiral Ambar, donc aux commandes de cet épisode, et il faut bien un amiral, puisqu'aujourd'hui, on part à la guerre, puisqu'on parle de NXT TakeOver War Games 2019 à Chicago. Pour ça, eh bien, la crème de la crème, j'ai avec moi le lieutenant Chris. Au rapport lieutenant Chris, comment ça va? Salut l'amiral, ça va bien et toi? Ah bah parfait, écoute, hein. Et C'est notre première ensemble. exactement, premier podcast tous les deux, avec un très beau show à commenter, mais on n'est pas seul, puisqu'on a aussi un as dans notre manche, un atout stratégique, puisqu'on a un espion sur le terrain, directement à Chicago, quasiment dans la cage du Wargames. C'est le lieutenant IRM. Comment ça va, IRM? Salut amiral, salut à toutes et à tous. Eh ben, ça va très bien, même si je suis complètement décalqué parce que je suis rentré de Chicago hier soir. Donc, je déguste encore un petit peu là, le décalage horaire. Mais comme je le disais avant le lancement de l'émission, ça valait le déplacement. Alors oui, c'est clair, parce que ce week-end, cette semaine, Chicago, c'était la ville du catch, hein. Donc il y avait eu SmackDown, il y a eu TakeOver, Survivor Series, Raw, ils ont même eu du Dynamite, AEW. Mais là, on va parler donc du gros show NXT TakeOver War Games. Donc on va pas faire vous décrire complètement tous les matchs, parce qu'à chaque fois TakeOver, c'est du gros match, donc on aurait pour 4 heures, ça serait chiant. On va plutôt parler des moments forts pour chacun, et surtout du coup la vision de l'intérieur de l'arène qu'a vécu IRM. Donc, déjà, premier truc, l'arène, IRM, être dans l'ambiance directement, c'est quoi les premières impressions sur un show comme TakeOver? C'est la galère déjà d'aller là-bas. Ouais, parce que c'est la banlieue, c'est ça. Ah ouais, c'est la banlieue, mais mon gars, mais j'ai passé tellement de temps. Alors, j'ai triché. Pour y aller, j'ai triché, j'ai pris un tacos. Parce Mhm. que j'ai commencé à me faire un peu avoir par le temps. J'avais un appart dans le centre de Chicago, là où il y a le Ouais. fameux The Loop, là où il y a le fameux métro qui fait la boucle. Donc c'est vraiment le centre-ville, c'est le downtown. Et il fallait au moins 1 heure pour y aller. Et avec les Mhm. transports en commun, en fait, tu te farcis ce qui ressemble à un RER, quoi, hein, qui mène du centre-ville à l'aéroport. Et après, depuis la zone de l'aéroport, tu dois prendre un bus. Les bus, il y en a un toutes les heures. Et après, le bus, il t'emmène pas à l'aréna, il t'emmène tu as encore 30 minutes à pied au milieu des champs Mhm. avant d'aller à l'aréna. Donc clairement, les Américains, quand ils vont voir un show à la Allstate Arena de Chicago, ils y vont en bagnole. La preuve, hein, Exactement. puisqu'il faut payer 25 $ de parking, alors que tu as déjà payé tes tickets assez cher. Donc après en soi, la salle était plutôt cool. Le décorum était assez grandiose, comme à chaque fois, comme à l'habitude avec la WWE, hein, c'est spectacle son et lumière. Et Mhm. puis, on avait en plus configuration assez particulière avec les 2 rings. Donc ça, c'était plutôt cool. Et évidemment, en plus, j'avais ma petite place ringside au 2e rang, à côté de la table des commentateurs. J'avais chopé une place à l'arrache, en revente, sur Ticketmaster. Quand tu vas solo, ça, c'est un truc qui est vachement cool. Quand tu vas solo, les mecs, ils galèrent tellement à revendre leurs places que, tu peux les avoir à un bon prix, hein. Même en Voilà. last minute. Ouais, en last minute, donc voilà, ça, c'est mon conseil, c'est aller voir du cash tout seul. Ah là Si vous là voulez là là si vous là. voulez faire des économies. Si vous voulez faire des économies. Moi, On paye. je n'ai qu'un truc à dire. Moi, c'est Mamma Mia, Mamma Mia. Ça doit être ça. Ah bah, en plus, tu parles de Mauro là, on l'a vu arriver, tu sais, parce qu'au début de chaque show, ils te font une presse, Ouais. ils te chauffent la salle et tu as notamment l'entrée des commentateurs. Ouais, comme au show à Paris, c'est Ouais, pareil. ouais, et il arrivait en petite foulée là, Mauro, il avait la forme, hein. Il faisait une petite foulée pour arriver jusqu'à la table des commentateurs. Ça faisait partie de tous ces petits détails qui sont vraiment cool, que ce soit ça ou voir les techniciens qui montent le ring, qui préparent, Mhm. c'est dès que tu as des temps morts, en fait, ça s'active dans tous les sens que tu vois jamais à la télé. Ouais. Donc rien que pour ça, rien que pour voir les côtés backstage, ça, c'est assez grandiose.
Mm. Moi, je me rappelle, j'avais vu un Monday Night Raw il y a quelques années dans les mêmes salles à Chicago. Il y avait eu dans l'épisode un cage match. Donc, dès le début, tu rentres, tu vois la cage qui est suspendue en l'air et t'as Ouais. qu'une natte, c'est qu'elle s'abaisse à un moment donné. Donc, ça, effectivement, que cette double cage pour Wargame, ça doit être assez impressionnant. Et build-up l'attente et l'excitation, comme on dit, Ah ouais. aux États-Unis. Eh ben, très bien, on va parler brièvement du coup du pré-show, puisqu'il y avait un pré-show pour ce takeover. Donc avec un seul match qui était Isaiah Scott contre Angel Garza, donc plus ou moins la division cruiserweight maintenant d'NXT. Donc pas de surprise, hein, c'est bien Angel Garza qui semble être celui sur lequel on mise tout pour aller choper la ceinture de Io Rush qui remportera le match. Comment ça s'est passé ce chauffage de salle par ce match de ton côté, Irem? Est-ce que la foule accrochée? Est-ce que tout le monde était là? Ou est-ce que les pré-shows, les matchs de pré-show, il n'y a pas trop de monde et du coup, c'est vraiment pour faire attendre ceux qui sont là dès le départ? Ouais, non, je trouvais qu'il y avait déjà pas mal de monde. C'est NXT Takeover, hein, donc c'est un peu la frange un peu hardcore déjà assez dédiée, quoi, les fans assez dédiés à la cause du show jaune. Donc, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait déjà il y a quasiment, la salle était quasiment déjà remplie, j'ai eu l'impression à ce moment-là. Ouais. En tout cas, moi, j'y étais. Ils ont bien chauffé ou préchauffé la salle. Il y a eu des gros near fall, il y a eu des beaux enchaînements. Garza, c'est un sacré numéro. Ouais, il fait le Euh, show de Playboy à chaque fois, Ah de, ouais, de ouais. stripteaseur. Avec son petit côté toujours un peu filou, il a Ouais, à la fin du match à mettre un low blow kick sur Scott qu'il a bloqué, mais ça n'a pas empêché de placer son finish, le Wing Clipper, en plein milieu du ring pour la victoire. Donc, ouais, il y a ouais, ce petit côté filou bad boy, je drague les mères des petits gamins qui sont ouais, au c'est premier rang vrai et que je ta fais des maman. sourires. Ouais. Moi, j'y suis pas allé avec ma maman, justement, parce qu'il y avait Bah un ouais. match avec Angel Garza. Ah bah, vaut mieux éviter, ouais. Je crois Je me qu'il dis, aime je vais bien les. repartir tout seul, moi, hein, dans les... C'est c'est clair. c'est à coup est-ce que je reparte tout seul. Mais Et, sinon, ouais, ils ont bien chauffé la salle, les mecs. hmm. Et toi, Chris, qui suit, je crois, assez bien NXT, qu'est-ce que tu Ouais. penses d'Angel Garza et donc de ces participants du Breakout Tournament, puisque Swerve Scott et Garza en font partie? Ouais. Bah là, tu l'as dit au départ, c'est un match un peu cruiserweight, quoi, hein. Je pense qu'ils Mhm. vont être pas balancés dans la ceinture pourpre d'ici pas très longtemps, ces deux-là. Garza, il a fait la tournée de pas mal de fédérations mexicaines, etc. avant d'arriver. C'est un type, ouais, qui est pas mal, que j'aime bien. Ouais, pour l'instant, ce que ça me donne. Moi, pour le coup, celui que je préfère des deux, c'est notre ami Swerve, parce que Swerve, c'était kill shot à la Lucha Mhm. Underground, et j'adorais son moveset, et il a eu une rivalité dantesque avec Dante Fox. Et c'est un catcheur que j'aime bien, quoi. Mais pour qui, pour l'instant, on fait que perdre. Voilà, c'est comme ça. Mais Ah oui. pour un petit match de pré-show, eh ben, écoute, c'était bien Mhm. sympa. Je sais pas combien de temps ça a duré exactement, mais c'était ce qu'il fallait. C'était un bon combat de voltigeur. Ça a bien envoyé. Donc, du coup, ça m'a bien chauffé pour la suite. Ah bah, très bien, c'est ça qu'on demande au pré-show. Et pour la petite info, on a vu cette semaine une vidéo backstage juste après ce match-là, en fait, où Angel Garza re-rentre en Agoria Position après sa victoire. Et il y a de suite qui arrive un Lio Rush qui débarque et lui colle une mandale qui met Angel Garza à terre, hein, puisque donc effectivement il y a eu un échange déjà au préalable dans un show hebdomadaire d'NXT où après un match entre les deux, Lio Rush voulait serrer la main de Garza, mais Garza lui a fait une mandale. Donc voilà, Lio Rush lui a renvoyé l'appareil. Hein, donc effectivement le match pour le titre entre Garza et Lio Rush n'est qu'une question de temps. Je pense qu'on aura ça d'ici une semaine ou deux dans le show jaune hebdomadaire sur le USA Network. L'autre info qu'on a eue dans ce pré-show, c'est en fait la situation qui concerne l'équipe féminine pour le Wargames, hein, et surtout Mia Yim qui, bien on l'a vu, a été blessée. Donc on a un segment backstage où elle est en train de se faire mettre dans une ambulance avec William Regal qui est là, avec Rhea Ripley qui est la capitaine de l'équipe, il y a aussi Dakota Kai qui est là pour essayer de s'occuper de Mia Yim, et donc du coup eh bien, le général manager, William Regal, demande avec son flemme britannique à Rhea Ripley, la capitaine, comment elle va faire, parce qu'elle a une personne de moins pour partir à la guerre. Il faut trouver un remplaçant. Rhea Ripley ne réfléchit pas trop. Elle se tourne vers Dakota Kai, qui a tant galéré pour faire partie de l'équipe, prouver sa valeur.
et qui finalement n'a pas réussi à en être, et bien du coup c'est ce soir, c'est ta nuit, c'est ta chance. Dakota Kai qui dit elle, bah je suis pas prête du tout. Et Ripley dit arrête tes conneries, dude, t'es prête depuis 1 an, depuis que tu te fais emmerder et agresser tous les 2 semaines par Shayna Baszler. Dakota Kai finit par accepter, donc il remplacera Mia Yim au pied levé. Dans ce segment, il y avait un indice absolu par rapport à ce qui se passera plus tard dans le match, et on en parlera quand ça se passera dans le match, on en parlera, mais est-ce que vous avez vu le détail qui annonçait tout ce qui allait se passer? Alors, visiblement non, parce que moi j'ai, non, je pense pas, non. Non? Chris, non? Non, je vois pas de quoi tu parles, mais ça vas-y, balance. Ah non, non, Dis. j'en parlerai quand on viendra. Oh d'accord, oh là là, Ah oui, quel suspense! mystère, quel Euh, mystère. euh, On ça, fait du teaser. t'as Eh oui. le teasing de militaire de l'amiral, là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Exactement. Donc, spectateur de catch, tu veux savoir quels étaient les détails qui annonçaient tout ce qui se passe, eh bien, il faudra attendre. Et c'est le moment où la main card commence. Les cages de Wargames se baissent de suite. On rentre directement dans le carnage, puisqu'on ouvre avec le premier match féminin Wargames de l'histoire. Donc, on a effectivement d'un côté la team, donc Rhea Ripley, accompagnée de Tegan Nox, Candice LeRae et donc Dakota Kai, contre l'équipe de la championne Shayna Baszler avec Io Shirai, Bianca Belair et la championne NXT UK, Kylie Ray. Donc, forcément, les règles à Wargame, c'est simple. Il y a une personne de chaque équipe qui commence dans le ring. Au bout de 5 minutes, l'équipe qui a l'avantage, si l'équipe Baszler rentre une deuxième participante. Puis, tous les 3 minutes, une autre personne de l'équipe opposée rentre jusqu'à ce que tout le monde soit sûr. Donc, les 2 rings dans les cages. Et là seulement peuvent commencer les tentatives de tomber ou de soumission, et c'est par ça qu'on gagne. Si une personne s'enfuit de la cage, eh bien, son équipe a perdu. Donc, c'est le gros bordel. Au début, ça commence d'entrée avec eh bien, Io Shirai et Candice LeRae qui se détestent. Donc, ça, c'était un très bon point de mon point de vue sur ce match, c'est que d'entrée, ça commence avec 2 catcheuses qui ont l'habitude de catcher ensemble et qui ont une histoire personnelle. Donc, de suite, on commence avec de l'agression ultime. Puis rentre ensuite du côté donc Team Baszler, on a Bianca Belair. Puis après, ça sera Rhea Ripley, la capitaine, qui va pour égaliser les forces, mais surtout sortir toute la quincaillerie, hein, parce que Ripley, quand elle arrive, elle sort, je sais pas, 12 chaises, 28 poubelles qu'elle met sur le ring. Et puis, ensuite, on a la UK Champion Kylie Ray qui viendra rejoindre tout ce beau bordel. Jusqu'au moment fatidique dont on parlait, c'est au moment où c'est Dakota Kai qui va pour rentrer, donc soutenu par son ami toujours Tiganos, qui dit vas-y, vas-y, vas-y. Et là, Dakota Kai qui sort de la cage où elles sont enfermées, puis se retourne, regarde son ami qui ne comprend pas, elle court, elle lui met un kick dans la bouche énormissime, elle lui décolle la mâchoire à travers les barreaux. Et là, tout le monde ne comprend pas. Le Chicago est en choc. Dakota Kai qui prendra la porte de la cage et la refermera une 12aine de fois super agressivement sur la jambe blessée de Tegan Nox. Heel turn de Dakota Kai. Oh my god, what the fuck. Comment c'était de vivre ce heel turn en direct dans la salle IRM. C'était la folie. Franchement, c'était mon moment préféré, je pense, de la soirée. En tout cas, celui où il y avait le plus d'émotions, parce que on le sentait venir, évidemment. Et c'était intelligemment joué, mais ça a été, il y avait une telle dramaturgie et un tel, ça durait longtemps quand même, toi, il y avait une belle excès de violence, quoi, dans sa façon de trahir sa copine et de l'exploser dans la cage, que, dans la salle, c'était mais la folie complète. En tout cas, dans le coin où j'étais, on était tous particulièrement choqués de ce qui se passait. Donc, l'aréna s'est complètement retournée parce que, ça a tout changé, hein, parce que du coup, tu en avais 2 de la même équipe qui étaient éliminés d'un seul coup. Oui, parce Et que la finalité de ça, c'est que forcément, blessé va ouais. pouvoir concourir, et William Regal débarque pour demander à Dakota Kai de s'arrêter, l'exiger. Dakota Kai qui poussera General Manager et qui partira dans les backstage. Donc l'équipe de Rhea Ripley se retrouvera avec 2 femmes de moins, donc ça sera après un match 4 contre 2. Assez incroyable. Alors, ce que je disais tout à l'heure sur l'indice qu'il y avait dans le segment
pré-show avec l'ambulance qui montrait que Dakota Kai, qui est censé être la gentille, mignonne, un peu kawaii, là, avec ses 2 buns et ses petites poses un peu limite manga, qui allait trahir, c'est que dans cette séquence-là, elle porte un pantalon avec le logo du New World Order, NWO, une des plus grandes factions, le connard absolu du catch, quoi. Donc, qu'est-ce qu'une gentille face porte un pantalon NWO? Forcément, elle va péter un plomb, elle va trahir. Ah ouais, ok, l'amiral, il avait tout détecté, là. Tout est dans le pantalon. C'était un pantalon Exact. NWO. Ne faites jamais confiance à un ami qui porte un pantalon NWO. Ah non, jamais. NWO Bullet Club, faut pas aller faire partie du club. Hein. Ça marche pas. Toi, ton point de vue, Chris, ce heel turn de Dakota Kai, bien mené, un peu trop expédié ou Ah non, mais moi, de toute façon, mon point de vue sur l'ensemble du truc, je vais te donner tout de suite maintenant comme ça, bam bam boum, c'est que Boum. il commence à envoyer du lourd, mais alors, mais quel combat, quoi, quel opener. Ah, moi, franchement, j'ai marché de A à Z, quoi. Il n'y a pas eu un truc. Les spots, le combat, il est devenu dingue au fur et à mesure des minutes, quoi. Yoshirai, quoi. Mais là, je vais pouvoir dire ça sur plein de filles pendant le combat, quoi. Parce que bon, pour moi, Rhea Ripley a été énormissime. Ça augurait de grandes choses pour le lendemain. Franchement, pareil, on peut pas faire du play-by-play de toute façon sur un combat pareil parce que ça a été tellement dingue. Ce heel turn de Dakota Kai, alors je t'avoue, comme moi, je regarde les weekly de NXT. Je le voyais quand même venir. J'ai pas vu le détail NWO, mais je voyais bien venir quand même un gros plan. Et dès qu'il y a eu la blessure de Mia Yim, c'était déjà réglé qu'il allait se passer quelque chose avec Dakota Kai, quoi. Donc, écoute, j'ai trouvé ça assez démentiel, quoi. J'ai trouvé le finisher super bien foutu. La session avec les menottes, en retapant sur la chaise, la Kifuda clutch qui tente et finalement qui est retournée. J'ai trouvé ça très bien pensé. Comme tu l'as dit, ou c'est Yerem qui l'a dit, on se retrouve à un 2 contre 4 quand même, et voilà, c'est pas gagné. Moi, je suis aussi, en plus, une fille que je veux pas oublier non plus, c'est Bianca Belair, parce que même si Bianca Belair, c'est pas elle qui a forcément eu les spots les plus marquants. Elle a une telle athléticisme, comme disent les Américains, quoi, qui est tellement incroyable que cette fille aussi, elle mérite d'aller encore plus haut, je pense. Et voilà, les vainqueurs, c'est la team Ripley, mais tout ça de manière propre. Moi, j'étais à la fin du combat, j'étais wow. NXT, NXT, malgré son désavantage de 2 contre 4, arriva à arracher la victoire, hein, qui a eu des spots assez incroyables, et notamment, bien sûr, je suis un gros fan de Yoshirai depuis son heel turn, qui fait son Asai Moonsault depuis le haut de la cage. Il y a Candice LeRae aussi qui fait un Poison Rana à Kylie Ray du haut de la cage aussi. Bref, j'étais juste à côté, elle était tout en haut de la cage, elle était sur le jeu. Je peux te dire que quand elle saute du haut de la cage et que ça tombe, tu l'entends, hein. Tu t'as mal pour elle, hein, parce tu m'étonnes. Que t'es à 2 mètres. Ouais, moi je souhaite à Dakota Kai un hit qui a fait Yoshirai, parce que Yoshirai, depuis qu'elle a tourné, tout son package est nickel, quoi. Sa musique d'intro, ses mimiques, son gimmick, ses fringues, etc. Enfin, mais c'est clair, elle est divine, cette fille, quoi. Moi, elle me fait halluciner, hein. Depuis qu'elle est arrivée à NXT, vraiment, elle me fait vraiment halluciner, quoi. Et à chaque sortie, quoi. Après, pour moi, voilà, la MVP féminine de ce match, c'est Rhea Ripley. Parce que Rhea Ripley, elle amène une dose de charisme, de badassitude, de taille, de carrure, de plein de choses, cette fille, quoi. Et pour l'avoir vue un peu à NXT UK, je me doutais quand même qu'à un moment ou à un autre, quand elle allait sortir, elle a fait une apparition dans le Rumble cette année, il me semble. Hein. Oui, t'as raison. Ouais. Qui n'était pas marquante. Qui n'était pas marquante parce qu'elle est restée peu de temps sur le ring, mais elle avait déjà eu un tout petit spot au Rumble cette année. Et là, ce week-end, pour moi, c'est l'explosion Rhea Ripley, quoi. MVP. C'est clair, c'était une bonne semaine pour Rhea Ripley qui donc commence. Parce que la veille à SmackDown, quand même, elle a gagné
prête contre Charlotte et Sasha Banks, excusez-moi du peu. Et là, ce week-end, pardon, à TakeOver, eh bien, c'est elle qui gagne pour son équipe malgré des avantages, puisqu'à un moment donné, comme tu disais, dans le match, Shayna Baszler commence à lui mettre des menottes. Il n'y a qu'une main qui est menottée, mais c'est pas grave. Rhea Ripley arrive à menotter Shayna Baszler. Shayna Baszler qui fait sa prise de soumission. Rhea Ripley qui la renverse, se retrouve pile poil ce qu'il faut dans les croisements de bras pour soulever Shayna Baszler pour son finisher, le Riptide. Elle abat Shayna Baszler brutalement sur 2 chaises qui étaient installées. Et pour le compte de 3, une victoire de Ripley sur effectivement un coup où tu dis effectivement une badass comme Baszler, même elle ne se relève pas de ça. Donc victoire de l'équipe Ripley, donc des faces pour ce premier Wargame féminin. Donc ouais, très très gros match pour ouvrir la main card. Donc dur de suivre avec ça. On voit à ringside Imperium, donc avec Walter, le champion UK, Alexander Wolf, Marcel Battel et Fabian Lackner qui sont là, qui regardent ce qui se passe. Et puis ensuite, on passe à un match qui était pour redescendre un peu la pression, j'imagine, parce que c'est un peu moins foufou, mais quand même, il y a eu des très très belles choses. C'était le match pour le First Contender Spot, puisqu'on nous avait annoncé qu'il y avait un match entre Pete Dunne, Killian Dane et Damien Priest, et le gagnant allait affronter le lendemain à Survivor Series Adam Cole Baby pour le NXT Championship. Donc, il y a eu énormément aussi d'allées et venues entre ces trois-là qui ont vu leur histoire se croiser à NXT, où Killian Dane vient chercher les noises à Pete Dunne qui s'en fout de Killian Dane, mais Killian Dane qui vient péter la gueule aux potes donc, de Pete Dunne, Tyler Bates, et il vient en plus mettre son grain de sel dans un match entre Pete Dunne et Damien Priest. Donc, tout ça aboutit assez logiquement à un triple threat entre les trois. Et c'est bien sûr le plus vétéran, le plus crafty qui le remporte, à savoir Pete Dunne, le Bruiserweight, qui le lendemain ira chercher Adam Cole à Survivor Series. Donc un match de 3 contre 3. Toi, Chris, Pete Dunne qui gagne, ça te paraît le bon choix? C'était pas mon choix personnel, mais ouais, c'était qui? Ça me paraît un choix logique parce que Pete Dunne, il est dans la vibe depuis 2 ans. Il a porté le titre NXT UK pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. C'est un mec installé à NXT, donc dans la logique sportive et de ce qui se passe à NXT avec ce gars-là, pour moi, il n'y avait pas de problème à ce que ce soit lui qui soit le number one contender. Il y a 2-3 trucs, moi, chez Pete Dunne qui m'intéressent pas plus que ça. Et moi, mon favori du match, c'était Damien Priest. Voilà, moi, j'aime beaucoup Damien Priest, voilà, qui a fait un super bon match. Et Killian Dane, j'aime beaucoup aussi son côté bien destructeur. J'aime bien qu'on l'ait mis en t-shirt, tout ça. J'aime bien sa nouvelle tenue. J'aime bien Killian Dane, comment il est utilisé. Et lui, c'est pareil, quoi. Voilà, ça, parce que c'est un petit peu le problème de NXT depuis peut-être 1 ou 2 ans, c'est que ça manquait un petit peu de big man. Okay. Et là, on a quelques powerhouse qui viennent d'arriver vraiment là, avec Killian Dane, avec Damien Priest, quoi, déjà, tu vois, c'est rien que ces 2 gars-là. Keith Lee, Dijakovic, là, on commence à avoir des gros big men bien bons là à NXT, et ça, c'est bon. Après, c'était un bon combat. Et comme tu l'as dit, il fallait faire redescendre un peu la pression, mais j'ai senti que le public était toujours au taquet. Et ça, Yerem va pouvoir nous en dire plus de ça. Ouais, alors j'ai une question. Oui. Imperium, parce que du coup, moi j'ai pas regardé, j'ai pas regardé les shows à la télé en rentrant, mais j'ai vu Imperium. En fait, les gars, je les ai vus arriver, mais ils étaient juste à côté de moi. Oh. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs? Ils ont juste été présentés ou Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est souvent dans les takeovers, il va y avoir une superstar. Comme s'ils regardaient le show, et donc il va y avoir un petit bandeau qui allait présenter, les commentateurs vont vendre leur présence. Donc souvent c'est pour annoncer les gens qui sont signés. On avait eu ça pour toute une foultitude de futurs superstars de NXT. Mais là voilà, c'était pour marquer. Juste faire coucou, quoi. Ouais, c'est ça. Regardez, il y a D'accord. Imperium. Le ring est sacré. Le ring est sacré, d'accord. Voilà. Bah, c'est pas le seul qui était juste à côté de moi, parce que j'ai pu discuter un petit peu avec Pete Dunne pendant le match, vu qu'il a dormi pendant 5 minutes sur la table des commentateurs. Oui, c'est vrai. Juste à côté de moi. Cool. Il est sympa? Il est très sympa, il parle quand il dort, visiblement. Il est très sympa, en plus, j'avais, alors, vrai ou pas vrai, j'en sais rien, je suis peut-être naïf, mais je vais les croire. J'avais à côté de moi un charmant couple, qui venait du Royaume-Uni. D'ailleurs, j'avais,
j'avais le même t-shirt que la fille qui était juste à côté de moi. On était les deux à avoir le même t-shirt rouge de Johnny Gargano. C'était assez marrant. Et on discutait. Et il me disait que leur amie était la petite amie de Pete Dunne était une amie à eux. Ok. Donc du coup, je dis alors Pete Dunne, comment tu vas et tout pendant qu'il dormait là pendant 5 minutes après le spot là où ils se sont retrouvés sur la table des commentateurs. Alors, c'est toujours très drôle de les voir comme ça dormir pendant 5 ou 10 minutes juste à côté de toi. Pendant ce temps-là, ils sont un petit peu oubliés à l'écran de télé, j'imagine. Ouais. Mais sinon, ça c'était vraiment le moment sympa. Après, il y avait une belle ambiance. C'est vrai que le match était peut-être un petit peu long, mais Pete Dunne est tellement over, Ouais. enfin le public l'adore quoi, et c'est pas pour rien qu'ils l'envoient pour le lendemain, qu'il a été, Mais on va oui, dire, mais choisi oui, hein, pour son match ouais, du lendemain. Donc, ouais, c'est vrai. mais les trois ont fait vraiment une grosse impression. Comme tu as dit, le côté vraiment big man, c'est un truc qu'on voyait plus trop à NXT, pardon. Et je pense que ça a contribué à avoir une grosse ambiance quoi, où les mecs, ça a bien claqué, tu bien résonner quand même, hein, que les mecs maîtrisent les Les chops ou Chaps. Ouais. ah ouais, ça dans la salle que tu juste à côté, mamma mia quoi, tu bien claquer, tu fais: «Ah ouais», et il y a un mec qui fait: «Mais il y a des micros là, enfin c'est les vrais sons qu'on entend». Je fais: «Écoute, je crois qu'au Mexique, ils rajoutent des sons par-dessus, mais ici, je crois pas quoi». Non, c'est pas trop style de la maison. Généralement, ils sont plutôt on atténue les sons pour pas qu'on entende les chants CM Punk ou les Roman Sucks, mais Ouais, d'ailleurs, les chants CM Punk, pour faire un petit aparté, il y en a eu, mais ouais, pas tant que ça. Enfin, moi, de non. ce que j'ai entendu, à un moment, il y en a eu un gros. Ça a tout de suite commencé à huer. Les chants ont été hués de mon côté. Le lendemain aussi, il y en a eu des chants, mais il y en a pas eu tant que ça, des chants CM Punk. Je m'attendais à ce que la foule soit un petit peu trop Je pense taquée. je pense qu'ils ont plus gardé pour lundi, pour le Monday Night Raw, tu Ouais, vois? bah, ouais, en espérant que le mec fasse une apparition, quoi. Mais en tout Non. cas, grosse ambiance pour ce match-là. C'était en plus un bon moment pour le podcast, Cat Up. Je sais pas si vous connaissez le podcast, Cat Up? Ah! Cat Up, c'est quoi Cat Up? Cat Up, c'est visiblement un nouveau podcast, qui, résume et analyse, chaque semaine les shows de la WWE. Ah, c'est sympa ça. Alors pour la petite histoire, si vous regardez, donne, Gillian Dane et Damien Priest, et bien vous pouvez voir à un moment donné effectivement une pancarte qui, levée, vers la tête du spectateur, jaune et marqué Cat Up. Donc c'était IRM qui avait oublié le C. En fait, je l'ai rajouté, mais il était tout petit. En fait, j'étais en train pour la petite histoire, donc je me dis: «Ah, c'est bon, enfin, un show là, il y a une occasion en or, je suis ringside, je vais faire une petite pancarte pour le podcast, je vais essayer de la placer, ça va être cool», tu vois? C'est à faire au moins une fois dans ta vie et d'essayer Bah d'avoir ta oui. pancarte qui s'affiche. Je sais que c'est quelque chose qui se fait plus trop, on n'en voit plus beaucoup, hein, des pancartes dans le public. Maintenant, les gens ont tous Ouais. leur iPhone ou leur tablette. On est loin de la grande époque où c'était la bataille des pancartes et que tu avais même des pancartes où les mecs écrivaient: «Le mec qui est derrière moi peut pas voir», bah ouais, tu m'étonnes. Exactement, ouais. Mais finalement, il y en avait pas beaucoup. J'étais le seul à en avoir une d'ailleurs et du coup, je suis allé dans un petit supermarché à côté, juste avant de partir, à Walgreens là. Non, c'était un CVS, peu importe. J'ai trouvé cette belle pancarte jaune fluo, avec mon beau feutre noir. Je suis rentré à l'appart, j'ai improvisé, donc j'ai mis, le podcast. En même temps, j'étais en train de discuter en direct, j'étais sur Skype et puis le temps commençait à tourner, il fallait que je m'habille et tout. Donc j'étais un peu pressé par le temps, donc j'ai écrit mon truc, j'ai pas vu tout de suite que j'avais fait une faute. Effectivement, il manquait une lettre, il manquait un C. Donc j'arrive, je passe la sécurité, c'est bon, la pancarte passe, tu ils étaient pas très regardants là-dessus. Ils m'ont pas demandé genre: «Vous pouvez me montrer ce qui est écrit dessus?» Pas du tout, j'étais avec mon gros rouleau, les mecs, ils m'ont pas capté. Donc j'ai essayé donc pendant comme ça, jusqu'à ce que je me rende compte que je sois vraiment passé à la télé. Donc pendant ce match-là, j'ai vu que j'étais passé dans une séquence effectivement où ils sont dans le coin du ring. J'ai vu qu'on voyait bien la pancarte, donc après j'ai arrêté d'essayer de la regarder parce que c'est un peu chiant quand même. Passer ton temps à essayer de mettre ta pancarte, bon voilà, Ça va de c'est un c'est un peu relou au bout d'un moment, tu vois? Mais j'étais comme ça pendant la pancarte. En fait, elle est passée aussi pendant le pré-show que tu avais les 3 analystes, qui étaient en train de et 2 minutes après, tu es là pour aider. et tout d'un coup, je reçois un message de ma copine en direct qui me fait, «Tu fait une faute dans le nom du podcast». Donc je regarde là, je me retourne, le show avait commencé, quoi. Je regarde la pancarte,
Ah putain, le con. Parce qu'en plus, tu sais, j'avais fait des photos. Si vous avez suivi un peu le compte Instagram du podcast, j'ai fait une belle photo de moi où je suis en train de poser devant le ring. J'ai demandé à un mec de me prendre en photo et je suis là, fier avec ma pancarte avec une grosse faute d'orthographe. Et après, je me mince, alors du coup, je prends mon feutre et je rajoute un petit C entre le T et le H à l'arrache en me disant, ah, peut-être que ça se verra pas trop, quoi. Et en fait, bon, bah, tu le vois, bah, du cut-up, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, donc la petite, voilà, mais bon, au moins, j'ai Ce botché. gros botch, ce J'ai gros botché. botch. Mais c'est beau d'avoir réussi d'être passé à la télé, de botcher. Voilà, je me sens un vrai, je suis one of the boys maintenant. Faut surveiller Botchamania, tu seras peut-être dans le prochain. Je vais soumettre, je vais Ah oui, soumettre je parce t'aime que je bien suis, ça. je vais soumettre parce que je suis pas sûr que Matthew là de Botchamania cale que c'est un botch. Donc pourquoi pas. Au pire, tu passeras dans Botamania. Oh, pas Oui, mal. joli. Ouais. Et oui, joli comme ce prochain match qui est le seul 1 contre 1 finalement de la soirée. On a Finn Balor contre Matt Riddle, qui aurait pu être un match aussi pour le first contender, hein, à la limite même plus que le précédent. Ça nous laisse un peu augurer déjà le résultat du lendemain, la défense aussi d'Adam Cole. Dans tous les cas, voilà, Finn Balor et Matt Riddle, un match purement pour l'honneur, pour savoir qui est le meilleur avec aucun enjeu, juste que bah, forcément depuis qu'il est revenu, Finn Balor crache un peu à la gueule de tout le monde. Et Matt Riddle, le bro, n'est pas un bro à se laisser faire. Gros match assez technique. Il y a eu des séquences assez cool qui ont lancé des chants Riddle un peu sous le même ton que Goldberg, hein, puisque pour ceux qui ignoreraient, Matt Riddle trash talk Bill Goldberg dès qu'il peut dans n'importe quelle émission, n'importe quelle plateforme. Et là, on a bien vu le moment où Matt Riddle aura fait un spear suivi d'un jackhammer sur Finn Balor. Donc tous les gens qui peuvent trépigner d'avance de voir Bill Goldberg se faire maîtriser par Matt Riddle, on est là genre oh mon dieu c'est trop cool. Donc gros match qui finira bien par la victoire de Finn Balor, non pas avec le coup de grâce qui semble être son nouveau finisher, qui était son finisher à l'époque de la New Japan, son 1916 en espèce de DDT super élevé, celui qu'il avait donné il y a quelques semaines à Johnny Gargano sur la rambarde, enfin sur la plateforme en métal, ce qui fait que Johnny Gargano, Johnny Wrestling, Mr. Takeover, a loupé son premier takeover depuis 20 et quelques takeovers, un truc débile quoi. Ouais. Ouais. C'est dingue ça, c'est cette streak qu'avait Johnny Gargano. Bah, il était là ce soir, je l'avais sur mon t-shirt, mais Ouais, il dans était pas ton sous mes yeux, cœur. quoi. Ouais, Bah dans mon non. cœur, ouais. Donc gros match, hein. Ouais. Impressionne physiquement, moi j'ai la capacité à soulever des poids du bas du ring jusqu'à les envoyer valdinguer. Il a tenté à un moment donné un tombstone pile driver aussi que Balor a bloqué. Riddle, on a l'impression que c'est un mec, je sais pas votre avis, qui n'hésite pas à emprunter des gros coups, des grosses prises, des gros finishers à pas mal de superstars pour les mettre dans son moveset. Pas dit que si un jour il passe du côté main roster de la force, on le laisse faire encore ce genre de truc. Mais dans tous les cas, c'est plutôt pas mal. Là, ça nous met toujours, moi, ça me donne un peu l'impression qu'il peut finir le match avec à peu près tout et n'importe quoi. Donc, Finn Balor Riddle, est-ce que ça vous a saucé, Chris? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, c'était encore une fois, encore un bon combat. Quoi. Les deux mecs, là, c'est quelque chose hein, dans le ring. Alors, ouais, Riddle, il est dans le moveset. Je ne sais pas si c'est à la fois un hommage et en même temps, il fait un peu le coquin avec Goldberg. Voilà, quoi. Oh oui. Le spear et le jackhammer. Mais voilà, comment il les envoie, les prises, ça fait plaisir. Remember le jackhammer sur l'Undertaker et remember jackhammer de Riddle sur Baylor cette semaine. Ouais. Voilà, là on est avec un mec là qui est au top de sa forme et qui est énorme. Et puis j'ai bien aimé que Finn Balor termine avec son 1916. Ça c'était cool aussi quoi. C'était cool de finir ce combat de cette manière-là. Donc c'était peut-être un peu moins fort dans l'intensité que le triple threat juste avant, mais comme tu l'as dit, ça aurait pu être un match first contender sans aucun problème. Et finalement, bah, pour le plaisir, avoir un match comme ça, surtout avec ce que j'ai bien aimé, tu vois, c'est qu'il commence progressivement. On a du chain wrestling, on a pas mal de choses, et puis tout d'un coup, ça s'emballe, tout d'un coup, ça commence à porter des dropkicks, ça commence à monter sur la troisième corde. Et voilà, Riddle, il commence à se lancer dans sa routine. Donc, voilà, maintenant, justement, son spear et son jackhammer, il les utilise pas du tout en prise de finisher. Il les utilise dans le combat courant.
Et c'est ça, il est hyper intéressant, Riddle, moi je trouve, sur sa manière de façon d'évoluer dans le ring. Il met beaucoup de souplesse aussi. Et, et vraiment un gars avec un moveset complet. Après Baylor, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve quand même entre depuis son passage à NXT, dans le main roster, et là à NXT, je le trouve un petit peu en deçà, et je sais pas s'ils arriveront finalement à en faire le grand qui était annoncé en 2016. Tu vois, je crois que c'est un petit peu raté avec Baylor par rapport à ça. Il va rester un mid-up-carder, mais pour moi, Riddle, c'est plus l'avenir que Baylor. Ouais, Yarem, ton point de vue sur ça, le match en jeu. Alors, ce qui est sûr, c'est que la foule était derrière les 2 bonhommes, tout le long. En tout cas, c'est de l'intérieur, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Il y avait des chants, effectivement, comme tu disais, Riddle, Riddle. Et pareil pour Finn Balor. Enfin, vraiment, les 2 étaient, très, très populaires tout au long du match. Tous les passages où, Matt Riddle a fait ses petites dédicaces, son petit vol là de signature move. Avec le Bro to Sleep. Ouais. Il a fait le JTS, évidemment. À Chicago, forcément. Ah ouais, donc il y a tout un symbole, mesdames et messieurs. Mais tout ça était assez incroyable. Finn Balor, il est toujours aussi over. Matt Riddle, ça marche complètement. Ce mec, c'est vrai que c'est un showman, quoi. C'est un vrai showman. Et tout le week-end, il aura été vraiment. Il interpelle vachement le public. On en reparlera dans les Survivor Series, mais c'est un mec qui est très interactif avec le public. Et il a vraiment un sens du spectacle qui est assez pointu, et en même temps, il est comme l'a dit Chris, c'est un mec hyper technique à voir, quoi. C'est beau ce qu'il fait sur le ring, c'est assez original, quoi. Il a vraiment sa touche à lui, et en plus, il peut se permettre de faire un petit peu tout ce qu'il veut, visiblement. En tout cas, comme tu l'as dit, tant qu'il est à NXT. C'est Mais ça. voilà, il y a quand même pas enfin, voilà, maintenant, le fait de rester à NXT n'est pas c'est plus un truc genre tu es bloqué, donc peut-être que ce mec-là, qu'il reste à NXT ou qu'il parte dans un autre roster, dans tous les cas, c'est un super showman, et ils nous ont offert vraiment un match avec une belle ambiance, parce que c'est vrai que c'est 2 mecs avec beaucoup de charisme, et c'était vraiment, c'était un super match, une belle ambiance, et surtout avec l'entrée de Finn Balor là, ça paye toujours. Il est toujours un peu hésitant, c'est pas trop ce qu'il veut faire, parce que voilà, il a plus ce gimmick du démon, mais sa musique quand même est toujours la même, et il a toujours ce petit move comme ça où il lève un peu les bras, mais c'est juste Ah qu'il le joue oui, plus à fond, quoi. il en fait plus qu'un et après il rabat C'est ses ça. de finger gun comme il faisait effectivement à New Japan dans la construction des prémices du Bullet Club, et je pense que Ouais. c'est vers ça qu'on revient. Il le met de plus en plus, hein. Il dit The Prince is back, en référence à son nom à New Japan, Prince Devitt. Je pense par rapport à ce que disait Chris, effectivement, je pense que Riddle, il pourrait tout à fait, je vois très bien aller dans le main roster et headliner des WrestleMania pour côté chaud et un peu cool, et à la fois très puissant physiquement, avec un background très legit de MMA, donc ça ils aiment bien, Ouais, ils aiment. bien. Finn Balor, c'est sûr que est-ce qu'il reviendra un jour, est-ce qu'il fera des gros matchs à WrestleMania, c'est pas dit. Par contre, dans l'univers de NXT, maintenant que c'est une 3e brand aussi du même niveau, on va dire, que Raw et SmackDown, avec une niche peut-être moins mainstream que le reste, évidemment, je pense que Balor a toute la latitude de pouvoir reprendre à un moment donné le titre, et il est directement là, dans la top card de NXT, et c'est une question dans l'année à venir que Balor reprenne le titre. Il a jamais sur ses convaincu hanches. vraiment dans le main roster, pas forcément que à cause de lui, mais ça n'a jamais vraiment cliqué. Ça a toujours été un peu, on a l'impression qu'ils ont forcé le truc, quand il a eu son titre universel, en plus il a pas eu de bol, quoi, il s'est blessé, et après ça a toujours Ouais. été compliqué. Ouais, c'est surtout la faute à pas de chance, quoi. Il s'est pété l'épaule. Ouais, je crois qu'il y a eu un mauvais aliment des planètes. Étoile, là, il a chopé la totale, Baylor. Et après, derrière, ça a été super dur de revenir, quoi. Tout à fait, ouais. Et il a ramé, il a fait quelques trucs, mais ça a été compliqué. Et puis finalement, on l'a fait redescendre un petit peu sur la NXT. Voilà. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ouais, je pense que pour Finn Balor, ça va être plus difficile l'accès sur le star power, alors que Riddle, pour moi, il représente l'avenir. Ouais.
Ouais, après Il je y a de pense la que ouais, concurrence en plus maintenant, hein. c'est ça, Ouais, il y a concurrence, mais je pense que Balor, s'ils arrivent à bien jouer la carte d'action et de trouver deux trois personnes pour aller avec Balor et pas être sur le segment, on est heal mais cool, on est des poteaux comme sont le Undisputed Era, mais le côté plus dangereux comme peut l'être effectivement, Balor et a été au début du Bullet Club, ça peut donner vraiment un placement Mmh. intéressant, voilà, J'ai l'impression des heals redoutables. qu'il est plus à l'aise avec ce gimmick-là qu'il ne l'était avec celui du démon où effectivement, mis à part son entrée, Ouais, ça a toujours été une espèce de coquille vide. Il a toujours été bah, très fadasse, dans ses promos, mmh il avait son charisme venait essentiellement de son entrée. Là, j'ai l'impression qu'il m'a l'air beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en accord avec ce qu'il est peut-être. En tout cas, c'est beaucoup plus naturel mh. avec ce gimmick de prince là, effectivement qui du coup va peut-être lui permettre de enfin retrouver un peu la place. Alors peut-être pas main roster, mais au moins NXT, Mmh. ouais, aucun doute. C'est ce qu'on lui souhaite, c'est ce qu'on a envie de voir, ça c'est Mmh. clair. Il est temps d'arriver au main event of the evening avec donc le second match War Games, celui des hommes. Donc, c'était Undisputed Era, hein, ceux qui portent toute l'or de NXT, contre eh bien, l'équipe Ciampa, avec donc bien sûr Tommaso Ciampa, Keith Lee et Dominik Dijakovic, et un partenaire mystère. Quand tous les belligérants de cette bataille sont arrivés sur le ring, eh bien, l'équipe Ciampa sont toujours que à 3. Donc, est-ce qu'il y aura quelqu'un ou pas? Il nous faudra attendre quasiment la fin du match pour le savoir. On commence avec d'abord, eh bien, ils envoient celui qui peut catcher pendant 15 heures par semaine et pas de problème, donc Roderick Strong, hein, du côté du Undisputed Era. Et de l'autre côté, c'est le capitaine Tommaso Ciampa qui avait tout de guerrier avec des peintures sur le visage, qui arrivait avec sa canne aussi, donc qui commence les hostilités. Puis après, du côté Undisputed Era, on enverra Kyle O'Reilly. Ensuite, ce sera Dajakovic, la grande tour croate qui rejoindra le Wargame. Après Bobby Fish, puis Keith Lee. Donc Adam Cole, Baby rentrera en dernier pour son équipe. Donc bien sûr, là aussi encore ça a démarré, je trouvais un peu plus lentement que le match féminin parce qu'il n'y avait pas tellement d'enjeux ou d'histoire personnelle entre Strong et Ciampa comparativement à Loré et Yoshirai. Mais par contre, il y a eu une évolution dans la violence au fur et à mesure qui était constante du démarrage du match jusqu'à la fin, qui était assez incroyable. C'était vraiment le chaos. Et arrivé au compte où normalement le quatrième membre de l'équipe Ciampa devait arriver, bien personne se pointe. Hein. L'Undisputed Era qui était en total contrôle du match à ce moment-là commence un peu à ironiser. Kyle O'Reilly qui aurait la rampe en disant mais il y a personne, ils ont personne, c'est des mauvais, comme il sait bien le faire. Un silence de mort dans l'arène. Ah ouais. Chicago est suspendu quand retentit la musique de Kevin Owens, donc KO qui débarque pour prêter main forte à l'équipe Ciampa. Quel pop à Chicago, Irem, Kevin Owens qui débarque, son retour NXT. Ah ouais, ouais, je te disais tout à l'heure que la trahison de Dakota Kai était, je pense le moment où il y avait le plus enfin, c'était la folie, mais il y avait vraiment de l'émotion, quoi. C'était vraiment, la trahison, c'est, dans le catch, c'est quelque chose d'horrible, et en plus, on le sentait venir, donc il y avait aussi un côté très, libératoire, en fait. Parce qu'effectivement, c'est l'histoire, enfin, au moins, ils sont pas trompés, ils nous l'ont raconté, cette histoire de Dakota Kai et on a eu, Ouais. une sorte un twist qu'on attendait et qui était assez formidable dans la façon dont il a été raconté. Là, Kevin Owens, c'est juste mais la surprise, tu vois? C'est comme presque non, c'est encore plus fort qu'un Rumble parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait un quatrième qui arrive, c'est pas possible et ils ont été très malins de faire durer l'attente et au bout d'un moment, enfin, il y a un mec, le mec à ma droite, il me fait: «Mais en fait, il va y avoir vraiment personne». Je dis: «C'est pas possible» et ils arrivent C'est à te bon faire ça. croire qu'il va y avoir personne. Donc du coup, quand en plus tu as la musique de Kevin Owens, moi, il m'a fallu genre une petite seconde, tu vois, pour dire: «Mais attends, c'est quoi cette musique?» parce que j'arrivais pas à tu étais là à te dire: «Mais qui c'est, ce mec qui débarque?» et que tu comprends assez rapidement. C'est une seconde, mais une Ouais. seconde très courte, toi, mais qui te paraît très longue, en fait, parce que tu as attendu tellement longtemps. Savoir qui Et ça oui. allait Et être c'est et bon, en là plus, ils ont sorti le Titantron de NXT, il portait son t-shirt NXT également. Donc, ils ouais ont vraiment joué la carte retour aux sources. Hein. et puis il Et en était, plus, c'était vachement bien amené. ouais, il était déterminé, quoi et la foule, enfin, c'est Kevin Owens, c'est un des je disais, il y a plein de compétitions que tu peux qu'on par rapport à Balor et tout, c'est vrai qu'il y a en fait, à Mhm. NXT, tu as l'impression qu'il y a que des superstars, que des superstars, quoi,
Mais Kevin Owens, ça représente tout pour les fans. Je me rappelle un de ces magnifiques promos avec Triple H qui avait magnifiquement justement résumé le cas Kevin Owens, où il y avait la frustration de s'être faire voler comme ça Kevin Owens, qui avait réussi à effectivement mettre en avant NXT, donc qui avait ouvert la porte, quoi, hein, mis NXT sur la carte, comme on dit, et ce retour à la maison a été complètement dingue et très libératoire aussi finalement pour la foule, puisque c'était la dernière grosse surprise du show et c'était pas n'importe qui. Donc Kevin Ouais. Owens, non, il a fait exploser le toit de la All-State Arena, même si c'était bien loin. Cette Et, arena, ça valait le coup là. et toi, Chris, est-ce que tu as fait sauter le toit de ta maison quand t'as Kevin Owens qui débarquait? Ouais. J'ai fait. C'était cool de voir arriver le KO. C'était encore un match assez dantesque, hein, définitivement, hein, vraiment un main event tellement de spots que ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est un truc de dingue, hein. Vraiment les mecs. Là, ouais, là, il n'y a pas à chier. Un body on the line, hein, putain, c'est vraiment un truc, c'est démentiel, hein. On s'en sort même pas, il y a tellement de trucs de technique comme de brutalité pure, entre les séries d'ATMI, les souplesses du haut de la cage, les tables qui volent dans tous les sens, les powerbombs, les vas-y. Parce que dans ce genre de match, il y a très peu de soumission globalement. Et Non. du coup, ça pète, ça envoie. Et c'est vraiment, voilà, jusqu'à cette explosion du public, je pense que pour IRM, ça a dû être quand même assez énorme quand le Kevin Owens a débarqué là sur la rampe. Je pense que là, il y a dû y avoir une explosion live, parce qu'il y avait déjà une explosion pour le téléspectateur. Donc, fatalement, dans le live, ça devait être quelque chose d'énormissime, quoi. Tu vas pour ça, hein, de toute façon, il n'y a Ouais, pas. ouais, Il y a bah, pas chute. Que tu vas voir les shows, et c'est ce que je me disais, je le dis maintenant pour pas oublier, mais je ferai pas ça tous les jours, quoi. Je ferai pas ça tous les jours. Aller, quand tu vois les mecs qu'on voit à la télé, qui sont dans les shows, dans le public, Tout le temps, ouais, au tout premier le rang. temps, ouais, c'est trop différent. Tu loupes quand même pas mal de trucs, mais tu vas pour l'ambiance, quoi. Tu vas ouais, pour l'ambiance. tu te prends un shoot d'adrénaline Ah ouais. avec le public et voilà, c'est quand même un truc assez monstrueux, quoi. Et puis juste pour finir, moi je parle juste du finisher, quoi, le finisher. Le Ah, finisher est démentiel. Avant que le finisher se place, il y a 2 ou 3 tables qui sont explosées avec une centaine de bah justement, on va en parler en fait. Ça, c'est tous les membres de l'Undisputed Era, tour à tour, qui passent à travers des tables et Kevin Owens qui splash sur un des membres de l'Undisputed Era à travers une table. Il y a Kisly et Djokovic qui font des grosses powerbombs sur les deux autres. Et il ne reste plus que Adam Cole qui n'est pas passé au-dessus, à travers une table, hein. Il est au-dessus de la structure, tout en haut de la cage, comme à chaque fois, à chaque Wargame, Adam Cole va en haut et ça se finit mal pour lui. Il C'est un n'apprendra joli rappel, jamais. ouais. C'est ça. Il y a Ciampa qui le rejoint. En bas, il y a deux tables. Ciampa qui prend l'ascendant, qui cale Adam Cole sur son dos, qui se met en équilibre tout au-dessus en s'accrochant au fil de métal qui maintient la cage, regarde en bas de table et s'élance une espèce de saut de la foi avec bien sûr Adam Cole en premier, en tampon entre lui et les tables. Et il fait une chute de je ne sais pas combien de mètres. Un spot juste fabuleux. Beaucoup trop. On voit même, il y a même un shot à l'écran de Britt Baker, qui est la fiancée d'Adam Cole dans la vraie vie, qui est là, qui est en mode oh mon dieu, ils ont tué mon fiancé. Et Je qui est suis en médecin, plus je suis médecin. catcheuse. Ouais, je suis dentiste, je peux lui réparer les dents. Qui est catcheuse à la AEW, hein, donc ils ont montré parce qu'elle avait une réaction assez folle. D'ailleurs, Triple H a été interviewé là-dessus. Il a dit en fait, le réalisateur de l'émission ne savait pas qui était Britt Baker. Il a juste montré à l'écran le visage de la personne qui avait l'air d'être la plus catastrophée. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas, dans tous les cas, elle avait l'air complètement abasourdie. Et donc voilà, c'est un vrai champ de guerre, hein, où tout le monde est par terre en train de ramper avec des débris de table dans tous les sens. La chanson de Team Song de Champagne n'a jamais été autant adéquate. No one will survive, personne ne survivra. C'est effectivement cette image-là qu'on regarde à la fin du Wargame. C'est l'équipe Champa gagne, mais à quel prix? Ouais, un champ de bataille, littéralement, qui était la fin de ce match, qui a mis du temps à démarrer, mais une fois qu'il était lancé, personne ne pouvait l'arrêter. Ouais. Oh my god, ce white nose du haut de la cage, quoi. Mais sérieusement, putain, mais c'était un truc de dingue. 20 pieds de haut, putain, j'étais debout. J'étais debout dans mon salon devant ma télé et j'étais comme un fou, mes amis.
Non, mais là, c'était un truc de dingue. C'était un truc de dingue. Non, mais sérieux, non, mais j'étais ce finish là. Mais pouah, là, voilà, this is wrestling. Il en a même cassé sa table, hein, Chris. Il a pris son enfant, je ne sais pas, Ah, table, en là, s'en le tonton Chris, là, je peux vous dire, il était perché de chez perché. J'étais perché en haut de la cage, moi. Alors là, vraiment, ce final, là, les 3 dernières minutes, là, revoyez-vous juste les 3 dernières minutes, tout ce qui se passe dans les 3 dernières minutes, alors que déjà, le match avait été velu, charnu. Mais ces 3 dernières minutes, elles sont bah ok, les gars, ok, on finit là-dessus. Ok, je valide. Ouais. Alors, vas-y, je t'en prie. Non, mais effectivement, les dernières minutes étaient complètement folles. La foule s'est jamais arrêtée. Les passages à travers les tables, tous ces passages où les mecs se retrouvent. Le truc là où tu avais. C'est O'Reilly, un moment là, qui se fait envoyer dans les cordes par Djokovic et il arrête pas de rebondir et il n'en peut plus. Oui. Il est tellement drôle, ce mec, c'est pareil. O'Reilly, Ouais. tu le vois, même quand il est pas. Enfin, même quand tu sens qu'il est pas filmé, il fait des trucs rigolos, toi. Il est toujours une espèce de pantin désarticulé à se faire un petit peu malmener par Et un alors, gros costaud. et pour vous, c'est qui le MVP de ce match? Good question. Ah, il faut s'engager, messieurs. Ah, je sais pas. Ah, c'est difficile. C'est difficile de là où j'étais parce que franchement, je pense que j'ai loupé des trucs, quoi. C'est pas évident. MVP, moi j'invente. Ce serait Kevin Owens, enfin, pour la salle, quoi, du point de vue de l'intérieur, parce qu'il a en plus il y a des bonnes séquences de powerbomb, mais je sais pas. À un moment donné, Owen se prend un Panama Sunrise qui est entre les deux rings, donc sur du métal. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai quand même envie de dire Adam Cole Bébé parce que, pas juste pour ce match, mais pour toute Son œuvre. tout son Survivor Series, le mois Cole, c'était assez énorme, quoi. Après, sur le match en lui-même, franchement, les 8 personnes ont donné ont créé ensemble ce truc-là qui était absolument génial, qui était très différent du match féminin, et ça, c'était vraiment une force en termes de production de match. On avait deux settings un peu similaires, mais au final, ça deux matchs à la physionomie complètement différents. Ah ouais. C'est une force, je trouve, qu'on voit peu souvent dans les matchs à gimmick, et là, c'était le cas, et c'était vraiment cool, quoi. Et Chris, alors engage-toi, toi. Ouais. Qui est ton MVP? Ah, moi, mon MVP, c'est Keith Lee. Ouais. Ouais, parce que pour moi, Keith Lee, le public, tu me diras, IRM, après, ce que t'en as pensé, mais le public, il m'a semblé énorme à chaque fois que Keith Lee était en interaction. Aussi énorme que le bonhomme. Et aussi énorme que le bonhomme. Et ce mec, alors, il me fait penser un peu à Willie Mack, pour ceux qui connaissent, qui a été à la TNA et à la Lucha Underground. Il a un petit peu ce côté-là, mais encore en plus massif encore que Willie Mack, en plus grand. Et j'adore ce Keith Lee. Je le trouve énorme. Et pareil, dans cette folle fin de match là, il a eu droit à, il met une super powerbomb là à travers une table. Je sais plus c'est lequel qui prend cher comme ça, je crois. Je sais plus si c'est Strong, je sais plus. Enfin bon, félicitations aux 8 au final. Ouais, il y a pas de. Ouais, non, Keith Lee, il est hyper over. Il l'aura été tout le week-end, évidemment. Ouais, surtout le lendemain, comme on verra dans notre. Ouais, la foule adore ce mec. Et c'est vrai qu'il a un sacré charisme. Moi, il m'avait à moitié convaincu qu'il était arrivé, mais c'est pareil. Pas de bol, le mec s'est blessé alors qu'il commençait à avoir une storyline sympa avec Djokovic. Mais là, son retour, tu sens que le mec, non seulement on lui met une fusée aux fesses, mais. Et il est bon au micro. Il a un charisme de dingue, quoi. Et ouais, visiblement, il tient bien le micro. Donc, il a son propre style, quoi. Donc, non, c'est clair, ils ont mis le temps avant de le lancer, mais là, sur la piste, et rien ne pourra l'arrêter. On va tous se baigner dans sa gloire, comme il dit. Ouais, il y en a eu des chants. Ouais. Ça va être le moment très dur, là, messieurs. Vous savez, savoir quel est votre flop, votre top et votre note. Chris, dis-nous ton verdict. Mon flop, en fait, c'est très flop de tout ce machin. Un flop, j'ai pas envie d'en mettre véritablement, quoi. Là, c'est carrément la colle, quoi. C'est carrément la colle.
Euh, Mais alors, au final, moi, j'ai une question là. Bah, du coup, comme ça, Ouais. tu vas pouvoir réfléchir à. Il y a eu combien de matchs? Enfin, il y a eu 5 matchs, mais tu disais que le premier c'était le pré-show, c'était Ouais, pendant le c'était en pré-show, hein? pré-show, Donc en ouais. fait, c'est la Ouais, première fois qu'on a eu que 4 matchs au lieu de que 5. 4 matchs, ouais, il y a eu que 4 ouais, matchs. tout à fait. Bah, Bah, faut savoir. vu la longueur des matchs, il y Ouais, avait ouais. ils essaient de Alors, rester toujours en tous les 3 heures, hein, NXT, donc. Mais même la fois où il y avait eu, que 4 matchs, ils avaient trouvé le moyen d'en faire un 5e avec, Ouais. Matt Riddle. Et qui Avec est. dur Killian Dane, je crois, non? Ou que ça avait duré 1 minute, hein? Non, Non, ou c'est Kashi Shono, ouais. ouais, ça avait ouais. duré 1 minute. C'est ça. Du coup, je vais pas donner véritablement un flop, je vais plutôt un regret. C'est-à-dire que je vais dire que Oui. Velvet in Dream m'a manqué. Voilà. Ah, bah oui. Ouais, Et, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi, enfin de rumeurs. Non, les gens, tout le monde dans le public était là évidemment: «Ah d'après toi alors qui va arriver?» Entre les mecs qui te ressortaient du Jim Morrison, j'étais là: «Mec arrête». Il faut de la pop, hein, les gens les gens connaissent bien, enfin Jim Morrison OK, mais enfin John Morrison pardon, pas Jim. Mais non, non, donc effectivement ouais, Velvet in Dream, c'était un nom qui revenait, mais non, on l'aura pas vu, ouais. ça sera mon flop regret, quoi. Et puis, mon top, je vais le donner aux Wargames féminins. Voilà, Ok. avec Rhea Ripley en MVP. Et j'ai trouvé fabuleux le Wargames masculin, hein, mais voilà, comme l'a dit l'amiral, justement, c'est 2 matchs qui sont en fait différents malgré une même stipulation. Mais j'ai trouvé vraiment que les femmes, parce qu'il ne faut pas oublier d'où elles arrivent, les femmes, voilà, entre un catch masculin qui a l'hégémonie depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, et là, depuis, on va dire, 10 ans sur la dernière décennie, ce que fait le catch féminin. Là, en 2019, on vient de nous sortir un Wargames féminin vraiment au top. J'ai adoré ce combat. J'ai trouvé toutes les femmes à mettre à l'honneur. Et voilà, avec une mention spéciale à Rhea Ripley. Et Très bien. Je note. ma note, ça va être oulala, ma note, ça va être du lourd, hein, ma note. Alors, Ah, il y a eu que 5 matchs. Je vais mettre un 4,5. Eh ben. Très bien. Ouais. Yerem. Bon rapport à Jean Yerem. Moi, mon top, il va aller à Dakota Kai, enfin voilà, le heel turn de Dakota Kai, un grand moment plein d'émotions. Alors, je vais vous donner top, flop et notes par rapport à quand j'étais dans Ton la salle, hein, expérience, évidemment, ouais, mon bien sûr. expérience dans la salle. Donc, vraiment, c'était le moment où il y a le plus d'émotions pour moi et ça durait hyper longtemps. Donc, j'ai eu le temps de souffrir et en même temps, ça m'a fait plaisir. Mais voilà, et tout ça s'inscrit évidemment dans ce match dantesque proposé par la division féminine qui, effectivement, comme l'a dit Chris, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Quand tu reprends, parce que là, enfin, je veux dire, si on commence à chipoter, on va commencer à chipoter sur des matchs de ouf féminins. Alors qu'en fait, effectivement, il y a 2 ou 3 ans, enfin il y a 3 ans, on y était encore loin. Donc là, elles ont, c'est pareil, il y a une fabrique de superstars là chez les filles qui est assez incroyable. Il y a un roster féminin incroyable à NXT à l'heure actuelle, quoi. Là, c'est peut-être le plus beau roster de Ah ouais. l'histoire de la nouvelle mouture NXT depuis 2012, quoi. Moi, même si on a eu le passage des Force Horsewomen, certes, dans le roster de NXT, mais là, il y a une génération, mais badass à mort en plus, quoi. Ah, c'est au top. On est vraiment gâtés, quoi. Là, en suivant le catch, on est gâtés d'avoir une génération de femmes qui arrivent comme ça. Les Force Men étaient 4 et là, c'est effectivement le roster féminin NXT de qualité, bah, sont plus que ça, donc c'est vrai que ça fait une profondeur, une variété assez incroyable, quoi. Et je vais jouer mon tonton Chris, mais les amis, quand Mola versus Miss Elizabeth ou versus je sais pas quoi ou je sais pas qui dans les années 80, bah, il y avait de quoi pleurer hein, quand tu voyais ça dans Saturday Night Main Event. Là, avoir un NXT TakeOver en 2019 avec un niveau féminin de catch pareil, wow, wow. Et j'ai pas de flop. J'ai pas de flop. Mon flop, je vais même pas le donner au fait que j'ai botché la pancarte parce qu'en fait, je trouve ça tellement drôle d'avoir botché. Donc, si vous voulez, vous pouvez me mettre ce flop-là si vous voulez. Ah, j'ai pas pensé, merde. Chris. Mais même ça, j'ai trouvé ça marrant. J'ai dit, putain, le mec arrive à se planter là-dessus. Donc, non, franchement, j'ai pas de flop. C'était une super ambiance. C'était magnifique, c'était magique. La foule complètement folle, le spectacle. Voilà, des larmes, du sang, des pleurs, des wargames complètement différents. Effectivement, celui des filles, c'était beaucoup dans l'émotion. Celui des mecs, c'était juste on va essayer de se tuer, les gars, ce soir, si vous voulez bien, si ça vous dérange pas.
Et du coup, moi, je vais mettre un 5, tout simplement. Voilà. Ouais, Bah ouais, Un 5 normal. à Swargam. Normal. c'est ça. Bah, je te rejoins là-dessus. Je vais mettre aussi un 5. Hein. Boum à l'amiral, Il n'y a allez. rien à acheter. De temps en temps nous faire mettre un 5, il faut pas bouder notre plaisir. Et mon top, ça sera en fait Kevin Owens, pas tellement l'arrivée, la pomme, mais aussi toute la construction, ce qu'il y avait Monday Night Raw, la séquence avec lui dans le ring avec Triple H, l'Undisputed Era qui les tabasse, qui tabasse alors Triple H, j'étais pas forcément d'accord. Bref, une logique qui se tient, un booking qui est juste au poil. Il arrive, ça surprend, ça pop, mais en même temps, c'est tellement normal. Et puis voilà, quoi, le fait de le revoir dans NXT, moi j'ai adoré le fait qu'il a repris un moveset qu'il avait à NXT, qui n'a pas le même dans le main roster. Et le revoir faire effectivement cette prise, en tout cas c'était plaisant, il avait vraiment l'impression de s'éclater, quoi. Puis de faire du catch. J'espère que dans les requêtes qu'il a au fait en ce moment sur Monday Night Raw, où il a l'air de partir très très haut, le Kevin Owens, j'espère qu'il va pouvoir retrouver ce même plaisir à catcher et aussi nous faire redémonstration de toute la palette catchesque de prise qu'il peut faire, parce que vraiment le monsieur il y en a sous la pédale. Voilà, on aura fait le tour de ce Takeover War Games 2019. Écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces, de likes, etc. Donc on est sur YouTube, on est sur iTunes, on est sur Deezer, on est partout, vous pouvez nous écouter. Bref, faites tourner Catch Up, vous connaissez des gens qui aiment le catch, parlez-leur-en, ça nous fera plaisir, vous nous soutenez et nous on kiffe ça. Là, on va enregistrer un peu plus tard dans la journée la review Survivor Series. Donc on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup IRM et merci Chris. Bah merci Catop. Ouais. Catop, oui. Soutenez Catop. On vous souhaite une semaine, un week-end plein de cash. Salut. Ciao. Salut IRM. Salut Chuck. Catop, le podcast qui te rempire le cap.